Donc la biodynamie puise ses origines dans le mouvement anthroposophique fondé par, Steiner et sachant que ce mouvement a donné lieu à d'autres applications pratiques, notamment dans le domaine de la pédagogie et de la médecine. Bonjour, je m'appelle Cyril Gambari et je suis docteur en microbiologie et actuellement enseignant en biologie-écologie dans un lycée agricole. Depuis maintenant quelques années, je lance des alertes sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle sur ce qui se cache derrière la biodynamie. Alors si vous avez déjà bu du vin en biodynamie ou mangé des légumes en biodynamie, cultivés en biodynamie, je suis au regret de vous informer que vous avez participé à financer un mouvement qu'on va qualifier de mouvement spirituel à dérive sectaire. Et au-delà, tout le marketing plus bio que bio de la biodynamie ne repose sur rien de fondé. Alors avant de rentrer dans le détail de la vidéo, quelques petits mots sur l'anthroposophie. L'anthroposophie, elle est à l'origine de la biodynamie. On ne peut pas faire de biodynamie sans prendre en compte les croyances de l'anthroposophie. Donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous mets en description. Toutes les préparations, les cycles lunaires, etc. Viennent des croyances de l'anthroposophie. L'une et l'autre sont intimement liées. La biodynamie, c'est de l'anthroposophie. Et si on regarde dans le dernier rapport d'activité de la Miviludes, datant de 2021, donc la Miviludes, c'est la mission interministérielle de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires. Alors la Miviludes, elle nous dit si la Miviludes n'a pas à porter de jugement sur une croyance, elle doit toutefois être capable d'identifier une dérive sectaire lorsqu'un mouvement matérialise son idéologie au travers d'activités susceptibles de présenter un danger pour la population. C'est pourquoi la mission interministérielle a décidé de s'attarder sur deux des ramifications du mouvement anthroposophique qui pourraient entraîner de lourdes dérives auprès de populations vulnérables, les personnes malades et les mineurs. Alors en fait, la Miviludes, elle va recevoir un certain nombre de saisines, ça va être des témoignages, des inquiétudes de la population, elle va les traiter et elle va les mettre dans un rapport. Pour info, dans ce dernier rapport de la Miviludes, il y a autant de saisines, quasiment autant de saisines concernant l'anthroposophie qu'il n'y a de saisines concernant la scientologie. Donc on est sur ce même niveau de comparaison de dérives sectaires. L'une est très connue, l'autre a tendance à être un peu plus cachée. Alors pourquoi j'enregistre cette vidéo aujourd'hui? Pourquoi je prends la parole? En fait, de mars à avril 2024, pour les 100 ans de la création de la biodynamie, par Rudolf Steiner, le mouvement de l'agriculture biodynamique et l'association Biodynamie Recherche a lancé une série de webinaires intitulés Recherche, science et biodynamie. Parmi les intervenants, on a pu retrouver des pontes de l'anthroposophie comme Jean-Michel Florin, qui est également co-directeur de la section agricole du Goetheanum, qui est le Vatican de l'anthroposophie, mais également des universitaires comme Aurélie Chaunet ou encore des chercheurs CNRS comme Jean Foyer ou à l'INRA comme Cyril Rigolo. Alors les liens entre l'INRAE et l'anthroposophie avaient déjà fait l'objet d'un article l'an passé et d'une tribune plus tôt dans l'année. Alors cette vidéo, elle est là pour montrer, extrait à l'appui, comment une idéologie obscurantiste comme l'anthroposophie fait son chemin petit à petit dans le monde académique de la recherche. Alors commençons par une petite présentation de Biodynamie Recherche, qui est l'organisme à l'origine du webinaire. Alors Biodynamie Recherche, c'est une association qui se nommait jusqu'en 2019 les Amis de la Biodynamie, et c'est une association qui émane directement du MABD, le mouvement de l'agriculture biodynamique. Et on retrouve siégeant à son conseil d'administration, je vous le donne en mille, Jean-Michel Florin, qui est formateur au mouvement de l'agriculture biodynamique. Je vous rappelle qu'il est également co-directeur de la section agricole du Goetheanum, et c'est tout nouveau, c'est tout récent, il est également coprésident de Déméter International. Donc Déméter, c'est la marque de la biodynamie. Voilà, donc c'est vraiment une émanation de l'anthroposophie. Et Martin Quentin, qui va animer le webinaire que vous allez voir dans certains extraits, lui, il est formateur au MABD, il est coordinateur du développement de biodynamie recherche,
Et il propose des formations comme les 4 éléments et l'approche sensible de la nature ou rencontre avec les étoiles, les rythmes cosmiques. Et au-delà, Martin Cantin, il est lui-même engagé dans le mouvement anthroposophe. Il fait partie de la branche Matthias Grunewald. Alors si vous ne savez pas ce que c'est la branche Matthias Grunewald, on va le regarder ensemble. Alors la branche Matthias Grunewald, donc c'est sur leur site, hein, qui sommes-nous? Alors, la branche Matthias Grunewald est une association ouverte à toute personne intéressée par la culture de la vie de l'âme dans l'individu et dans la société. Elle est affiliée à la Société anthroposophique en France et au Goetheanum. L'association compte environ 130 membres, dont Martin Cantin, et propose des espaces pour l'étude de l'anthroposophie dans son esprit de recherche et de rencontre. Elle souhaite également promouvoir les initiatives culturelles, artistiques et scientifiques en lien avec la vie moderne. Voilà, donc Martin Cantin, l'animateur du webinaire, il fait partie de cette branche, donc Matthias Grunewald. Et il propose également des petits ateliers, hein, comme on a quoi? Approche actuelle de l'anthroposophie. Donc on a son numéro de téléphone, aux côtés de Antoine de Drimont qui propose tous les mardis l'étude des entités spirituelles dans les corps célestes et dans les règnes de la nature. Donc voilà. Donc c'est un petit microcosme, hein, l'anthroposophie, avec des idées assez New Age, assez ésotériques, et on pourrait même pousser plus loin et dire que c'est de la pseudo-science, ou en tout cas de l'anti-science. Donc je vais commencer par vous passer certains extraits. Donc j'ai choisi les universitaires, hein, parce qu'il y a plusieurs conférenciers qui sont passés dans ces webinaires. Donc j'ai choisi de me focaliser sur 3 chercheurs, donc Aurélie Chaunet, Cyril Rigolo et Jean Foyer, parce que sinon ça aurait été une vidéo trop longue. Donc je vous invite à aller voir tout de même les webinaires si ça vous intéresse, hein, ils sont tous en ligne sur le site Biodynamie Recherche. Donc on va commencer par Aurélie Chaunet. Et Steiner comprenait l'anthroposophie, je donne une des définitions parmi plein d'autres, comme un chemin de connaissance de soi, chemin, je le cite, qu'emprunte le spirituel en l'homme pour rejoindre le spirituel dans le cosmos. Alors, dans le domaine académique, l'anthroposophie a pu être qualifiée alors de doctrine spirituelle, de syncrétisme, d'occultisme rationnel ou encore de pseudoscience. Donc Aurélie Chaunet, elle nous dit qu'il y a plusieurs définitions de l'anthroposophie, hein. Et je vous ai passé l'extrait, mais elle va dire qu'elle, elle comprend l'anthroposophie comme la science de l'esprit, mais sans avoir de regard critique derrière. Donc pour moi, hein, vous l'aurez compris, hein, l'anthroposophie, c'est vraiment un mouvement spirituel à emprise mentale, propageant des pseudosciences. Les 5 principes fondateurs de la biodynamie. Donc, la Terre est un être vivant dans un univers vivant caractérisé par une matrice physique spirituelle. Les substances sont porteuses de force de vie créatrice. Les rythmes célestes influencent directement la vie terrestre. Les animaux et les humains s'émancipent des rythmes célestes. La ferme est une individualité vivante, dynamique et spirituelle. Bon, il y aurait certainement d'autres façons de définir la biodynamie, mais voilà, ça permet de cadrer assez rapidement de quoi il s'agit. Alors oui, effectivement, il y a d'autres façons de présenter la biodynamie. Euh, on peut dire que la biodynamie, c'est un globi-boulga pseudo-scientifique au fondement pseudo-scientifique. Ça suffit. Parce qu'en fait, tout ce que va imaginer Steiner dans son cours aux agriculteurs, hein, exactement tout, ça va lui venir donc des traditions ancestrales, des peuples autochtones d'autres pays, et de ce qu'il a vu dans la bibliothèque éthérique qu'on appelle l'Akasha. Donc oui, la biodynamie, c'est une pseudoscience. Alors, je voudrais maintenant rentrer plus précisément dans les savoirs qui sont à l'œuvre dans le cours aux agriculteurs. Des savoirs qui sont très, très divers. Vous le voyez ici, j'ai énuméré un certain nombre de savoirs, des savoirs ancestraux, locaux. J'ai parlé tout à l'heure de bon sens paysan, de sagesse paysanne, d'instinct, etc. Mais aussi, on trouve des savoirs scientifiques, sciences naturelles, agronomie, physique, chimie, biologie, botanique, sciences de la nutrition. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de savoirs scientifiques. Il y a aussi des savoirs médicaux, allopathie, homéopathie, beaucoup de savoirs philosophiques aussi, des références à la philosophie antique, la philosophie hermétique, la philosophie de la nature, la philosophie de la vie, le monisme, etc. Des savoirs religieux, ésotériques comme l'alchimie ou la théosophie, des savoirs occultes comme l'astrologie, les élémentaux,
des savoirs orientaux, en particulier indiens. Alors, tout d'abord, Steiner distingue à la suite de Linné 3 règnes de la nature. Le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Il faut savoir que Steiner était très influencé par la théorie de l'évolution. Et il souligne que ces règnes ont évolué au cours de l'histoire terrestre et que l'être humain en tant que tel ne se distingue du règne animal qu'à partir de moments où il développe sa dimension spirituelle, son jeu avec un grand J, grâce à un chemin de connaissance de soi. Et là, un 4e règne, le règne humain, peut éventuellement advenir. Donc Steiner s'inspire aussi des théories philosophiques sur les 5 éléments. Alors il ne prend pas seulement en compte les 4 éléments du philosophe grec Empédocle, donc la terre, l'eau, le feu et l'air, mais également un 5e élément immatériel, invisible, subtil, l'éther. Ça, c'est les fondements des savoirs de Steiner. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme des savoirs à proprement parler scientifiques? Je vous laisse juge hein, de ça. Pour moi, c'est clairement pas le cas, hein. On est vraiment, et je le redis encore, dans de la pseudoscience. Alors, dans la chimie, il y a le processus de décomposition, de putréfaction et de combustion, il est essentiel. Et c'est vraiment une thématique essentielle du cours également, à travers la question de la fumure biodynamique, hein, qui incorpore au sol, qui est lui-même considéré comme un organisme vivant, donc des quantités infinitésimales d'engrais qui sont préparés selon des méthodes spagirico-alchiques. Donc, Steiner connaissait aussi les théories de son époque sur l'homéopathie, hein, une technique que le médecin allemand Samuel Hahnemann, qui était inspiré par Paracels, a contribué à développer au début du 19e. Et il cite explicitement l'homéopathie dans son cours. Je cite, hein, il cite les recherches de Madame Kolysko sur les actions des entités infinitésimales, recherches qui ont si brillamment placé sur une solide base scientifique tout ce qui n'était jusqu'alors dans l'homéopathie que tâtonnement. Donc Aurélie Chaunet présente encore l'homéopathie comme un savoir scientifique présent dans le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner. Et je suis au regret encore une fois de vous informer que si vous ne saviez pas, l'homéopathie n'a aucune base scientifique, hein. Elle repose sur rien de concret, la mémoire de l'eau n'a jamais été prouvée, et tout repose sur l'effet placebo. Mais l'effet placebo pour les plantes n'existe pas. Si ça vous intéresse, hein, Aurélie Chaunet, elle a sorti un livre avec d'ailleurs Jean Foyer, qui s'appelle Les Esprits Scientifiques, que vous pouvez retrouver en ligne, hein, aux éditions universitaires de Grenoble. Et d'ailleurs, une recension de cet ouvrage avait été faite par Valérie Rasplus, hein, qui tient le carnet de recherche à Gris-Genre. Valérie Rasplus, c'est un sociologue, et sa recension avait mystérieusement disparu du site de l'UGA en faveur de la recension très complaisante de Biodynamie Recherche. Valérie Rasplus, il décortique point par point la thèse de Aurélie Chaunet, et d'ailleurs Richard Monvoisin a également lu le livre et a fait un debunk sur son site. Voilà, donc ça c'était pour les savoirs à l'œuvre dans le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner. Donc vous voyez que ça tient pas à grand chose. Je cite Steiner, je préfère, dit-il, quand l'occasion s'en présente, écouter tout ce que dit sur les expériences faites quelqu'un qui s'attaque directement au champ plutôt que toutes les statistiques qui émanent de la science. Mais contrairement aux sciences empiriques qui font appel pour bâtir leur théorie à l'expérience sensible, c'est-à-dire aux perceptions que nous avons du monde par nos 5 sens, l'anthroposophie intègre aussi des connaissances plus subtiles, qualifiées de suprasensibles, parce qu'elles découlent d'une expérience qui s'étend au-delà de l'expérience sensorielle. Alors là c'est une petite pépite. Donc là, Steiner dit clairement qu'il préfère écouter les gens plutôt que la science matérialiste, mécaniste, statistique. C'est un énorme biais, un énorme biais. Alors la science matérialiste, les statistiques, les maths, tout ce qu'on fait en science en fait nous a conduit à l'instant présent, là où je peux enregistrer avec mon téléphone, mes micros,
Internet, un logiciel de montage, etc. C'est ça qui nous a conduits, hein, c'est la science froide et matérialiste. C'est pas écouter les gens dans la rue, déblatérer sur je ne sais quoi. C'est très important hein, d'écouter les gens parler, c'est un pan très important de la science, hein, les sciences sociales sont très importantes, mais les avancées majeures, elles n'ont pu être faites que par les sciences dures et froides. Encore une fois, on est dans de l'anti-science, hein, le refus catégorique et simple de la science. Justement répandu ou bien vu que ça, du fait aussi de l'histoire, de ce qui s'est passé sous le régime nazi. J'ai un collègue qui a travaillé là-dessus sur les relations entre l'anthroposophie et la biodynamie. Excusez-moi, l'anthroposophie et le fascisme. Donc il y a une période quand même un peu sombre, hein, qui n'a pas, on va dire, fait du bien à ce type d'agriculture. Donc là, c'est très intéressant ce que dit Aurélie Chaunet. Elle fait référence à Peter Staudenmayer, qui a écrit Anthroposophie et écofascisme, et qui montre les liens très étroits, très tenaces entre l'idéologie racialiste de Rudolf Steiner, hein, à l'origine de l'anthroposophie et de la biodynamie, et des idées d'Adolf Hitler et du régime nazi, notamment avec la branche verte du parti, et des potagers dans les camps de concentration qui étaient conduits en biodynamie. Et d'ailleurs, pour vous dire que voilà, l'anthroposophie est profondément racialiste, hein. Rudolf Steiner a théorisé une hiérarchie des races, avec, je vous le donne en mille, hein, la race aryenne au sommet des autres races, et des caractéristiques propres à chaque race. Donc vous voyez un peu les dérives de ce genre de pensée, hein. Bien sûr, tout ce que je dis est sourcé, hein, et vous pouvez retrouver en description un peu plus de documentation. Donc là, on va passer à un autre intervenant, hein, qui est Cyril Rigolo, chercheur à l'INRAE, qui a commencé son intervention par une petite mise au point dont je vous passe l'extrait. Et donc là, je tiens à préciser le positionnement éthique par rapport à ça, comme on m'a invité à le faire dans le contexte actuel. C'est-à-dire que la proposition que je développe ici ce soir est une proposition personnelle qui n'engage que moi. C'est-à-dire qu'elle n'engage pas mes collectifs d'appartenance ni mon institut. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec une quelconque organisation de la biodynamie. Les idées qui vont suivre sont issues d'un point de vue qui est sourcé. Je m'appuierai notamment sur 2 publications scientifiques en ayant conscience que mon point de vue est forcément partiel. Donc, mes spécialités à moi où je suis reconnu, c'est la science des systèmes d'élevage et la transdisciplinarité, sur lesquelles je reviendrai un peu plus loin. Et ce soir, en pensant à l'exposé que j'allais faire, je voulais aussi appliquer le principe de responsabilité tel que défini par le comité d'éthique du CNRS, c'est-à-dire que, avec ma connaissance actuelle des problèmes de durabilité, de la situation de la planète, de l'agriculture et ma connaissance de la biodynamie, je sens comme un devoir éthique, déontologique, d'exprimer ma position personnelle. J'ai aussi conscience que ma position comporte des risques, y compris le risque de me tromper. Donc là, c'est là que vient cette éthique de la discussion. C'est-à-dire que je ne prétends pas amener ici des vérités, sûrement pas, mais des ponts pour essayer de créer ce dialogue, à mon avis, essentiel. Alors, là, j'ai plusieurs interrogations sur cette mise au point de Cyril Rigolo. Alors, son point de vue est personnel et n'engage que lui et pas ses instituts ou les organismes dont il est issu, mais il vient quand même parler dans ses webinaires en tant que chercheur à l'INRAE. Donc, quand on parle en tant que chercheur à l'INRAE, forcément, on implique l'institut dans les paroles qu'on va dire. Ce n'est pas le PMU. Là, c'est un webinaire science et biodynamie. Et c'est un chercheur à l'INRAE. J'ai un peu du mal. Deuxièmement, pas de conflit d'intérêt, bon ça, ok, pourquoi pas. Et point de vue sourcé, d'accord, mais par qui? Par lui-même et Martin Quentin, qui est un anthroposophe. Donc j'ai un peu du mal avec ça aussi. Mais bref, voyons un peu les résultats scientifiques que M. Rigolo va nous présenter. Et pour illustrer ça de façon plus concrète, je vais utiliser un travail réalisé récemment par Marion Lebrun,
En collaboration avec Martin et puis notre unité Humer Territoire, on a travaillé sur justement les systèmes intégrés culture-élevage autonome. Donc dans cette idée de ce front de recherche, ce front de science sur les systèmes très diversifiés, que pouvons-nous apprendre de l'agriculture biodynamique? C'est la question qu'on s'est posée avec Marie. Alors un travail de Marion Lebrun avec Martin Quentin et lui-même, vers des systèmes intégrés culture-élevage autonome. Ok. Donc je regarde un peu sur internet pour trouver en fait d'où vient cette publication et on ne trouve rien, donc pas de papier scientifique à proprement parler. Par contre, quand on fait une recherche sur Marion Lebrun pour voir un peu qui c'est, on s'aperçoit qu'elle a fait un stage à Biodynamie Recherche, donc ces résultats-là sortent d'un rapport de stage, sans doute, peut-être de M2, et elle a fait son stage au sein de Biodynamie Recherche en partenariat avec le collectif Réenchantons l'élevage. Elle a rencontré des vignerons et des éleveurs en biodynamie, donc je pense que c'est de ça dont va nous parler Cyril Rigolo. Et quand on pousse un peu plus loin, on s'aperçoit que Marion Lebrun, elle a déjà publié dans Biodynamisme, qui est la revue de l'anthroposophie en France, hein, qui est une revue éditée par le mouvement de l'agriculture biodynamique. Elle a publié Quelle place pour les animaux mâles dans l'organisme agricole. Et d'ailleurs, Cyril Rigolo a déjà publié dans un biodynamisme également. Et quand on fouille un peu plus, on s'aperçoit que Marion Lebrun, elle a rejoint son père au domaine cet été. Donc ça, c'est un article qui date de cette année ou de l'année dernière. Et que son père est en fait un vigneron en biodynamie depuis 12 ans. Donc niveau conflit d'intérêts, je ne sais pas si on peut faire pire. Mais les résultats, ils sont intéressants, hein. C'est des rencontres avec des biodynamistes et de leur rapport au monde. Bon, voilà. Mais c'est une vision qui est, pour moi, profondément biaisée. Profondément biaisée. Une autre chose que révèlent les entretiens, c'est le rôle systémique des outils de la biodynamie, comme les préparations, le calendrier et d'autres qui sont apparus au fur et à mesure, comme la communication animale, qui est mise en œuvre sur beaucoup de fermes en biodynamie, joue un rôle souvent essentiel dans la relation qui se crée entre l'éleveur et ses animaux au fil du temps. Et puis, ce qu'on voit aussi, un autre résultat intéressant, c'est la mise en œuvre progressive de ces outils dans des trajectoires contrastées. Donc, ce que révèlent bien les enquêtes, encore une fois, c'est que ces outils de la biodynamie ne sont pas des recettes, comme on dit souvent, mais non, ils sont mis en œuvre par les agriculteurs quand ils viennent à faire sens pour eux dans leur trajectoire. Marion, notamment, elle montre comment les éleveurs entrent dans la biodynamie souvent par l'idée d'organisme agricole et viennent progressivement à mettre en œuvre les préparations, le calendrier, alors que chez les viticulteurs, parfois, on a une entrée par les préparations, mais qui conduit, chemin faisant, à cheminer vers l'idée d'organisme agricole. Donc là, on a une énorme diversité de façons de faire dans la biodynamie qui se met en place. Donc là, Cyril Rigolo nous dit que lors de ces entretiens, hein, les agriculteurs vont parler des forces cosmiques, des préparations biodynamiques, et pour faire un petit aparté, hein, les préparations biodynamiques, ça va aller de la corne de Bouze, hein, la plus connue, celle que vous voyez partout dans les magazines si vous vous intéressez un peu à la biodynamie, mais ça va aussi jusqu'aux vessies de cerf fourrées de fleurs et aux crânes d'animaux domestiques fourrés d'écorce de chêne, hein. Et tout ça, c'est obligatoire, hein, pour avoir la certification agriculture biodynamique, et ça, on peut le retrouver sur le cahier des charges de Déméter. Et Cyril Rigolo nous montre qu'il y a également une nouvelle pratique de la biodynamie qui est la communication animale. Et c'est quoi la communication animale, si on regarde un peu, si on fait une rapide recherche, hein. Donc le principe de la communication animale, aussi appelée communication intuitive ou communication télépathique, c'est d'arriver à établir un lien pour améliorer la relation entre l'animal, qu'importe l'âge, le genre, l'espèce, et l'humain. Identifier la cause de certains problèmes et transmettre un message. Donc voilà, c'est, vous l'aurez compris, encore une fois, de la pseudoscience. Donc on en a fini avec Monsieur Rigolo, et on va s'intéresser maintenant à un extrait de Jean Foyer qui va présenter en fait les forces à l'œuvre dans la biodynamie et a fortiori dans l'anthroposophie. Dans les cadres de la biodynamie ou des théories, on va dire, plus anthroposophiques ou liées, par exemple, aux forces de vie, là, dans les ateliers que j'ai pratiqués, il y a le corps éthérique, enfin le corps physique, le corps éthérique,
le corps astral et le corps spirituel. Peut-être inspiré, on ne sait pas trop, enfin, peut-être que Steiner, pour développer ces différents corps, s'est inspiré, des visions, plutôt orientales, qui sont elles-mêmes classiquement analogiques. Donc il y a ça, ce marqueur d'analogisme est très présent en biodynamie et justement dans les formations force de vie, il s'agit aussi de travailler sur les corps, au-delà du corps physique, sur les corps éthériques, voire au-delà. Un dernier marqueur très important dans l'analogisme, en fait, qui fait le lien finalement entre les éléments du monde aussi, au-delà de ce système de correspondance, c'est la circulation de force, de flux ou d'énergie. Et alors l'énergie, c'est un mot que moi j'ai souvent retrouvé dans mes entretiens. On le retrouve aussi très souvent dans les textes en biodynamie. Et cette circulation de force, de flux ou d'énergie est vraiment quelque chose de typique de la biodynamie. Donc là par exemple, il y a une photo où on dynamise lors d'un atelier force de vie. Il s'agit de ressentir justement ce flux, ces forces. Donc voilà, j'ai même plus besoin de vous le dire, hein, là, Jean Foyer, il expose pleinement ce qu'est la biodynamie, hein. C'est une pseudoscience. Les forces, qu'elles soient inspirées des peuples hindous ou de n'importe quelle peuplade, n'ont jamais fait l'objet d'une découverte scientifique. Ça n'existe pas. C'est relativement rare, ça correspond à des situations rares et à des gens relativement initiés, on va dire, qui ont une pratique longue de la biodynamie. Donc je ne veux absolument pas généraliser, dire que tous les biodynamistes voient des êtres élémentaires partout, mais c'est aussi important de le dire parce que, il me semble, parce que c'est un des développements logiques dans l'initiation, on va dire, et un des développements de base, si on reprend même les textes plus fondamentaux de Steiner. Donc que ce soit complètement en amont ou complètement en aval, il y a un moment, il y a ces types de rapports au monde, ces types d'entités, ou pour reprendre l'expression de Descola, ces types de mondiation, ces manières de faire monde. Qu'est-ce qu'on met dans le mobilier du monde? Bah là, dans le mobilier du monde de certains biodynamistes ou des formateurs, il y a des entités qui relèvent de l'esprit, qui ressemblent à des esprits de la nature. Alors, on parle d'esprits des lieux aussi. Alors, plus ou moins, moi je me suis aussi intéressé à quels sont les modes d'existence de ces esprits. Est-ce que c'est purement juste dans les livres? Est-ce que c'est au détour d'une conversation? Est-ce que c'est en situation dans un champ? Voilà, j'ai essayé de pragmatiser toujours ça, d'observer la situation, qui parle, quels sont les énoncés et où on se trouve, quoi. Et Jean Foyer nous montre très clairement que le développement logique de la biodynamie, hein, si on s'intéresse vraiment à la biodynamie, si on fait les choses à fond, comme Rudolf Steiner aurait voulu que ça se passe, eh ben, il faut prendre en compte les êtres élémentaires, donc les ondines, les salamandres, les sylphes et les gnomes, et les anges des plantes, etc. Ça, il l'a théorisé dans Les êtres élémentaires. Ça a été ensuite repris par Carsten Massey. Donc voilà, c'est ça qu'on vous vend, hein, quand on vous vend un vin biodynamique. Mais forcément, on ne va pas vous l'exposer tel quel et ça va être caché. Évidemment, un viticulteur biodynamiste, quand il est dans une foire, enfin dans un salon du vin, il va pas dire à ses clients, il va pas parler d'êtres élémentaires à ses clients. Je pense que ce serait pas un bon argument commercial. Quand il est sur son tracteur ou quand il est en train de dynamiser, c'est pareil, c'est pas le même type d'interaction. Alors, l'extrait qui va suivre est très intéressant. Il va y avoir une personne qui va prendre la parole, hein, pour proposer quelque chose à Jean-Michel Florin. C'est lors de la conférence, le webinaire de Jean-Michel Florin. Cette personne, c'est Sophie Alain, qui est chercheuse à l'INRAE. Et vous allez voir, il va y avoir une dynamique dans la conversation, jusqu'à Véronique Chable, qui est également une chercheure à l'INRAE et qui est très complaisante envers la biodynamie et l'anthroposophie, hein. Elle fait souvent des conférences dans des milieux anthroposophes. Et vous allez voir, c'est ce qui me fait le plus peur peut-être dans cette série de webinaires, hein. C'est ce rapprochement intime entre, d'un côté, des chercheurs à l'INRAE et de l'autre, des têtes pensantes de l'anthroposophie, hein. Toujours ce mouvement
à dérive sectaire, où il y a des victimes d'emprise mentale très fortes, voilà. Et ce, ce rapprochement, cette fusion, me fait vraiment très très peur. Et vous allez voir. La vidéo que vous êtes en train de visionner est une deuxième version. En effet, Biodynamie Recherche a fait censurer notre précédente vidéo. Les extraits que nous avions passés à ce moment-là provenaient directement de la partie questions-réponses des webinaires publics que nous avions pu suivre de Biodynamie Recherche. Par manque de transparence et dans un souci d'occultisme manifeste, Biodynamie Recherche n'a pas choisi de diffuser ces parties questions-réponses. Nous respectons donc ce choix et les extraits qui vous sont présentés dans la suite de la vidéo sont librement interprétés à partir de cette partie questions-réponses des webinaires de Biodynamie Recherche. Évidemment, toute ressemblance avec des personnages existants n'est pas fortuite. Je veux revenir sur cette grille que tu proposes de la qualité, parce que quand même il y a une dimension holistique à tout ça. Ces 4 axes sont très intéressants. On pourrait aller plus loin que pour le vin, on pourrait créer un autre Nutri-Score en fait, en se basant sur ces 4 axes de qualité. Finalement, les dynamiciens pourraient tout à fait prospecter ça comme un nouvel axe marketing. De travailler sur ces 4 axes de qualité pour mieux promouvoir les produits en biodynamie, parce que finalement, souvent, quand on parle des produits en biodynamie dans le grand public, on en reste à des effets quand même assez peu développés. Il y a l'aspect environnemental, ça pollue moins, mais comme tout le bio, on esquisse la dimension de vitalité. Mais très peu travaillent en tant que tel, donc je pense qu'il y a de quoi bâtir un Nutri-Score alternatif. Il y a tous les ingrédients pour construire quelque chose en fait. Eh bien merci de la proposition. Je pense que c'est un sujet qu'on va pouvoir travailler avec tous ceux qui veulent la biodynamie recherche. En tout cas, si ça résonne, c'est déjà bien. Merci. Et en fait, c'était mon idée de faire quelque chose de synthétique et de voir comment ça résonne. Je vois qu'il y a Véronique Chable qui est dans les participants et qui a fait tout un travail de sélection avec le réseau Semences Paysannes, et notamment sur la qualité. Et d'ailleurs, c'est grâce à Jean-Michel Florin qu'on travaille avec des biodynamistes. Avec les vignobles du Médoc et Jean Le Foyer, on essaye d'avoir des approches croisées sur le microbiote, sur la biodiversité des plantes, et en même temps des approches sensibles. D'ailleurs, on n'en fera pas des choses de qualité, même en biodynamie, si on garde les miasmes biotechnologiques. Et ça, c'est important, et je pense qu'on n'en parle pas assez. Il faut avoir des plantes qui ont tout leur corps, et qui ne soient pas contaminées par des biotechnologies. Les biotechnologies, c'est très grave, quoi, hein. Là, on parle des protéines de stress, et voir comment on digère ces protéines de stress. Ce serait d'ailleurs intéressant de regarder plus en détail. Donc Véronique Chable, elle mélange pas mal de concepts dans cet extrait. Elle va parler des huiles CMS pour dire que la biotechnologie c'est mal et qu'il reste des miasmes de biotechnologie dans certaines plantes. Alors on va faire un peu de science et parler du colza CMS. CMS en fait c'est pour stérilité mâle cytoplasmique. Et en fait c'est un colza qui a été obtenu par des chercheurs de l'INRAE à partir d'un radis qui avait naturellement cette stérilité mâle cytoplasmique qui est portée par un organisme qu'on appelle la mitochondrie. Et par croisement avec un plant de chou, ils ont obtenu des plants de chou portant cette stérilité mâle cytoplasmique. Le plant de chou, comme le plant de colza et le plant de radis, appartiennent à la famille des brassicacées, anciennement les crucifères, pour ça que les croisements sont plus faciles. Et donc ce nouveau plant de chou portant la stérilité mâle cytoplasmique a été croisé avec un plant de colza pour faire passer la stérilité mâle cytoplasmique dans le plant de colza. Mais le problème c'est que le nouveau plant de colza portant la stérilité mâle cytoplasmique avait un défaut de chlorophylle. Donc ce qu'ont fait les chercheurs, ils ont fait ce qu'on appelle une fusion des protoplastes. En fait, ils ont enlevé la paroi cellulaire des cellules végétales du colza, ont fusionné les cellules entre elles, les cytoplasmes entre eux en fait, et ont pu obtenir une variété de colza normale portant cette stérilité mâle cytoplasmique. Et donc pourquoi faire un plant de colza avec une stérilité mâle cytoplasmique? En fait, c'est un avantage dans l'agriculture parce qu'on peut faire des croisements
et obtenir en fait des variétés hybrides qui ont tout un intérêt agronomique. Et donc Madame Chable nous dit ensuite que ces variétés de colza, et donc a priori ces huiles de colza étaient des huiles stressées. Et donc que ces protéines de stress pouvaient peut-être, en fait elle suppose que ces huiles de stress pourraient avoir un impact négatif sur la qualité des huiles et même sur la santé humaine. Rien de prouvé là-dedans, et même si on va au-delà, si on parle d'huile de colza, l'huile, c'est réalisé avec une extraction à froid ou d'autres procédés. Et a priori, s'il y a des traces de protéines dans une huile, elles sont en si infime quantité qu'il ne peut y avoir aucune incidence sur la santé humaine. Et de dire que les biotechnologies, c'est très grave, c'est mal, pareil, c'est donner des affirmations comme ça un peu en l'air, de jouer un peu sur la peur des gens. Parce qu'en fait, les biotechnologies, c'est bien. C'est bien parce que c'est grâce aux biotechnologies en particulier qu'on arrive à faire autant de médicaments et qu'on a fait des progrès assez fulgurants en médecine. Et pour aller un peu plus loin, aucune étude scientifique n'a montré que les biotechnologies agricoles, hein, on va parler des OGM en fait, ont une influence sur la santé humaine. On est loin ici du débat pour ou contre les OGM, c'est pas de ça qu'il est question. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Madame Chable est un peu hors du cadre de la science quand elle affirme que les biotechnologies sont très graves. Pour moi, la valeur de la biodynamie aujourd'hui, c'est qu'elle repose sur des questions existentielles très profondes, à la fois individuellement que collectivement. Et ça peut comporter des risques divers avec ce que ça peut provoquer chez les individus et dans les sociétés. Et donc, ces critiques, je pense, elles sont très utiles. Comme la biodynamie, elle doit mûrir. Aujourd'hui, on a des attaques peu sérieuses. On peut facilement écarter l'hypothèse d'une emprise mentale généralisée. La chose qu'il faut dire aussi, il ne faut pas être naïf, c'est que les controverses qui ont lieu actuellement sont liées à des enjeux économiques, de pouvoir politique, de pouvoir divers, de prestige. On se heurte à des enjeux de pouvoir extrêmement importants. La transdisciplinarité apporte des concepts, des outils permettant de naviguer parmi ces enjeux de pouvoir. On a besoin d'une stratégie dans ce dialogue qu'on peut construire avec toutes les parties prenantes. La réussite de cette stratégie dépend au fond de l'engagement, de l'ouverture de chacune et de chacun. Donc là, nous sommes dans la caricature, hein. Monsieur Rigolo nous dit que les signataires de la tribune devraient mûrir leurs critiques. Et Monsieur Rigolo nous dit que les attaques concernant une emprise mentale généralisée sont peu sérieuses. On reviendra plus longuement sur ce volet-là à la fin de la vidéo, mais je vais en profiter pour vous dire là qu'il y a un nouveau collectif qui s'est créé là, ces derniers temps, qui s'appelle le collectif Cavesa, et qui est là pour aider les victimes de l'anthroposophie et des écoles Steiner-Waldorf, ou de la biodynamie, ou de la médecine anthroposophique, hein. Donc ce collectif est là pour appuyer, pour conseiller, pour accompagner en fait des victimes de l'anthroposophie. Et selon Monsieur Rigolo, les critiques de la biodynamie ne pourraient pas venir de simples citoyens qui s'inquiètent, non. Ils doivent venir forcément je ne sais pas quel lobby économique ou politique ou même pour la gloire. On est là dans l'archétype de la pensée conspirationniste, hein. Et je le dis devant vous, je ne fais pas ces vidéos, je n'ai pas ouvert mon compte Twitter pour dénoncer les liens entre la biodynamie et l'anthroposophie dans le but d'une reconnaissance quelconque. Je m'en fiche un peu, mais vraiment pour alerter le grand public de ces liens-là. Et encore et toujours, le consommateur, une fois qu'il a tous les éléments en sa possession sur cette pratique agricole, il est libre de consommer de la biodynamie ou d'aller mettre son enfant dans une école Steiner-Waldorf. Mon but, mon envie, c'est que les gens aient une vision globale, une vision non biaisée de ce qu'est la biodynamie. Et en parlant de conspirationnisme, vous allez voir ce que Jean Foyer répond quand on lui demande comment se fait-il que les biodynamistes en fait, aient des pratiques cachées.
Je ne suis pas rentré dans les détails, mais je pense qu'il y a des normes, on va dire, sanitaires. Je ne sais pas comment on fait légalement pour se procurer des mésentères ou des trucs comme ça. Et ça peut passer par des accords avec des chasseurs. Oh, j'ai l'impression que ça relève de ça. Les gens se débrouillent entre eux pour obtenir les éléments dont ils ont besoin. Ça relève de l'économie paysanne. Si tout était déclaré dans l'économie paysanne, ça se saurait depuis longtemps. Donc oui, il y a des stratégies d'évitement ou de discrétion sur certains points. Sur le côté ésotérique, c'est intéressant aussi. Je veux pas du tout alimenter, ce serait absolument contre-productif de ma part, une vision justement un peu paranoïaque. Ils n'ont pas besoin de moi pour avoir cette image-là, une vision un peu complotiste. Mais dans quelque chose qui a un caractère ésotérique, par essence, l'ésotérisme, ça se définit par un côté occulté, caché, et des formes d'initiation. La discrétion va avec la dimension initiatique dans le sens où ça ne peut pas être mis en bloc. Si à la place de Déméter ça s'appelait être élémentaire, ça poserait un problème. Voilà, Jean Foyer nous apprend qu'il y a un marché parallèle, un marché noir en fait, de cadavres pour les agriculteurs en biodynamie, de cadavres d'animaux, hein. Et donc les biodynamistes s'échangent voilà, des organes d'animaux morts, hein, des vessies de cerf, des crânes d'animaux domestiques, des mésentères, voilà. Et est-ce que les pouvoirs publics, la répression des fraudes, la DGCCRF, sont au courant de ces pratiques dans les exploitations agricoles? Ça vaudrait le coup qu'ils se penchent sur ces systèmes-là et voir aussi si les normes d'hygiène sont respectées, hein. Comment on fait pour stocker des vessies de cerf, comment on fait pour stocker des mésentères, comment on fait pour manipuler ce genre d'organes. C'est même pas encadré par la loi en fait, je sais pas. Et la dimension initiatique, cachée, occulte, est bien là dans la biodynamie, hein. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est pas n'importe quelle critique de la biodynamie, c'est Jean Foyer, chercheur CNRS. Donc l'agriculture biodynamique est bien une agriculture occulte, une agriculture cachée, une agriculture initiatique. Ce sont les mots de Monsieur Foyer. Et tout comme l'anthroposophie est une dérive de type sectaire, l'agriculture biodynamique est une agriculture occulte et l'un ne va pas sans l'autre évidemment. Et donc là, le dernier extrait, ça va être un extrait où on va demander à Madame Chaunet ce qu'elle répond en fait quand on dit que la biodynamie est une dérive sectaire. Oui, disons que, euh, en fait, le problème c'est le contexte. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes euh, qui considèrent ainsi la biodynamie ou l'anthroposophie de manière générale euh, prennent quelques éléments comme par exemple l'occultisme ou des termes comme le corps astral ou les élémentaux, etc., euh, qui sont aussi un peu décontextualisés, qui font qu'il y a une sorte de peur de l'irrationnel, de l'obscurantisme. Et donc, comme on est dans une société extrêmement rationnelle, rationaliste, quand même issu des Lumières, tout ce qui est de l'ordre de l'irrationnel fait peur, ou peut faire peur. Voilà comment moi je l'explique, mais en fait c'est vrai aussi que c'est assez difficile à comprendre cette notion de science de l'esprit. C'est quand même assez complexe. Comment c'est possible d'aborder scientifiquement, rigoureusement ces domaines-là? C'est quand même, j'allais dire, un objectif extrêmement difficile. Donc, je comprends aussi que ce soit difficile d'admettre que ce soit possible, etc. Voilà, mais simplement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire comprendre ce discours en le recontextualisant, pour que les choses soient plus compréhensibles, moins caricaturales. Alors moi j'ai beaucoup de mal, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec cette partie des entretiens hein, qui occulte complètement, complètement la partie dérive sectaire de l'anthroposophie. C'est ce qu'on appelle de la complaisance, hein. Et j'ai du mal avec le fait que les instituts de recherche, comme l'INRAE, comme le CNRS, comme les universités, n'arrivent pas à communiquer avec la Miviludes, ou la Miviludes ne communique pas assez
avec les instituts de recherche et avec les universités pour avoir un ensemble cohérent. Si d'un côté la Miviludes, donc l'État, dénonce l'anthroposophie et que de l'autre côté l'INRA fait des partenariats avec des branches de l'anthroposophie, ou le CNRS, ou des universités, je trouve qu'il y a un vrai problème là-dedans. Et à terme, il y aura de plus en plus de victimes d'emprise mentale si on arrive à crédibiliser ou à rendre un peu plus crédible la biodynamie et donc l'anthroposophie. Parce que la biodynamie en soi, elle n'est pas dangereuse, mais l'anthroposophie qui se cache derrière la biodynamie, c'est elle qui est dangereuse. Et vous avez tout un tas de témoignages que je vous mets en description, que je vous affiche là, de biodynamistes, d'anciens biodynamistes, de saisonniers agricoles, de woofers dans notre pays, mais dans d'autres pays également, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, dans les pays scandinaves. Je vous mets tout ça en description. Mais on a des témoignages très durs d'anciens élèves d'école Steiner-Waldorf, de dérives thérapeutiques de la médecine anthroposophique qui proposent de soigner le cancer avec des extraits fermentés de gui. Donc voilà, tout ça, c'est occulté dans ces webinaires. C'est occulté par ces chercheurs. Le champ de recherche, il peut être de n'importe quel bord, peu importe. Mais présenter la biodynamie sans parler de l'anthroposophie et des dérives de l'anthroposophie, pour moi, il n'y a rien d'éthique là-dedans. Et pour moi, c'est le gros problème de ces chercheurs et de ces instituts dans cette histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et partagez cette vidéo si elle vous semble importante.